Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Il y a des endroits sur Terre qui vous marqueront, que vous le vouliez ou non. New York en fait partie. Aujourd'hui, dans ma pause café avec Tia, on reçoit Viviane, une passionnée de la grosse pomme, qui nous parlera de cette ville, de son métier d'entrepreneur, mais aussi du monde de l'aérien. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Viviane. Bonjour Tia. Merci d'être là. C'est moi qui te remercie énormément de m'accueillir sur ton premier podcast. Je suis vraiment contente parce que je t'avouerai qu'au début, je me suis dit peut-être que personne ne voudra venir et je suis vraiment touchée, vraiment. Comment ne pas vouloir? Alors aujourd'hui, on va essayer de parler de tout ce qui t'entoure et de toi également parce que tu fais quand même pas mal de choses et je me dis que ça pourrait être vraiment intéressant pour les gens qui aiment l'aérien, qui aiment voyager parce que ton univers est vraiment super intéressant. Ah, merci. Alors, la première question que je pose à tout le monde, tu es plutôt thé ou café? Ah, plutôt thé, sans C'est vrai hésitation. Ah oui, une tea lover à 100%. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Oui. Alors, en quelques mots, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. J'ai 35 ans, je vis en Guadeloupe depuis 6 mois. J'ai toujours vécu sinon à Paris, entre Tours et Paris. Je viens de l'aérien, comme tu l'as dit. J'y ai travaillé en cumulé à peu près 10 ans. En fait, j'ai commencé ma carrière dans l'aérien à Air Caraïbes. D'accord. Et j'ai ensuite, dès l'obtention de mon master, été faire un bout de chemin chez Apple en France, Apple Retail France, qui commençait à ouvrir ses magasins. Donc, je travaillais au niveau de l'expérience client. Ok. Et ensuite, j'ai continué toujours dans le retail en tant que store manager chez Esprit. Ensuite, business unit manager chez Leroy Merlin, avant de revenir chez Air Caraïbes. Et en parallèle, j'ai en 2009 lancé mon blog We Love New York, parce que je suis passionnée par New York, comme tu l'as dit. On entrera plus dans les détails tout à l'heure. Ouais, pour partager tout ça. Et du coup, comme vous pouvez l'entendre, effectivement, mon parcours, il est assez varié, parce que j'aime sortir de ma zone de confort, et on en reparlera après, mais je me rends compte qu'effectivement, d'avoir changé de secteur, ça m'a à chaque fois tout le temps apporté. Et au final, le fil conducteur était là en évoluant tout simplement dans mes missions, mais dans des secteurs différents, toujours bénéfiques pour la suite, quoi. Moi, voilà. Sinon, j'ajouterais que je suis une passionnée de running, voilà. Ouais, oui, on va aussi en parler. Ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que t'es un peu comme moi, t'es une touche à tout. Et en fait, on a tendance à mettre les gens dans des cases en se disant bah non, toi peut-être que tu as fait cette formation donc tu dois te diriger par là et pas aller par là, alors que toi au contraire tu nous montres que c'est totalement possible de toucher un petit peu à tout ce qui nous plaît finalement pour grandir. Exactement, non mais c'est vrai. Alors ce que tu dis c'est intéressant parce que en plus je me souviens qu'à certains entretiens, alors je sais plus il y a combien d'années, on m'a posé la question, même autour de moi, mais tu changes souvent de secteur, c'est bizarre, tu restes pas longtemps en entreprise, tu as un CDI, pourquoi tu changes à chaque fois, etc. Et en fait pour moi naturellement j'aspirais à ça. J'avais envie d'en découvrir plus. En plus, j'avais pas forcément, c'est toujours le cas, pas d'enfants, pas de contraintes qui me bloquaient à me dire, voilà, prends le risque, il y a plein d'opportunités, pourquoi s'arrêter à ça et ne pas aller ailleurs. Et puis, si jamais ça te plaît pas, au pire, tu rebondiras, quoi. C'est toujours une expérience. Je suis totalement d'accord avec toi. Au pire, si t'aimes pas, tu recommences ailleurs et tu fais autre chose. Et de toute façon, ça n'a pas marché, mais au moins, tu auras appris quelque chose. Et tout à fait, sans aucun regret. On va un peu remonter le temps. Comment t'es arrivée dans l'aérien ? Alors, comment je suis arrivée dans l'aérien ? J'ai en fait, à l'époque, toujours voulu, plus jeune, travailler dans le tourisme. Alors, sache que je voulais au départ être hôtesse de l'air. C'est vrai ?
Tout à fait. Et puis finalement, je me suis orientée plutôt dans un premier temps vers ce qu'on appelle un BTS, en fait, animation gestion touristique locale. Tout ce qui touche vraiment à la partie patrimoine, pour comprendre l'histoire, etc. Donc en fait, j'ai fait ça pendant 1 an dans une école privée. Et finalement, je me suis rendu compte que j'aimais davantage tout ce qui touche au tourisme, mais commercial. Tout ce qui touche les agences de voyage, tout ça. Donc à l'époque, je suis venue m'installer à Paris et du coup j'ai changé d'école. J'ai commencé au CFA Stephenson, un nouveau BTS, et même alors je sais plus comment elle s'appelait, la conseillère m'a dit on sent que vous avez plus ce côté vente commerciale, etc. Et là elle m'a dit faites davantage un BTS vente et production touristique. Et c'est comme ça que du coup Air Caraïbes à l'époque cherchait des BTS en alternance pour la première fois. Et du coup, j'ai fait partie de la première vague de BTS en alternance à Air Caraïbes à Paris. Ouais. Voilà. Et quelle était ton évolution dans le milieu de l'aérien, justement? Dans l'aérien... Pendant ces 10 ans. Alors, tu n'as pas travaillé 10 ans dans l'aérien, mais pendant toutes ces années, quelle a été ton évolution? Non. Alors, du coup, j'ai commencé BTS en alternance avec une mission en tant qu'assistante marketing aux côtés d'un directeur commercial adjoint à l'époque. J'ai travaillé aussi au comptoir vente. Donc, en fait, je faisais pas mal de missions pendant les 2 ans qui m'ont permis d'évoluer au niveau de mes compétences. J'ai aussi aidé le service groupe. Ensuite, quand j'ai été confirmée, après les 2 ans, j'ai travaillé au comptoir vente. Et franchement, c'est une belle école. On sous-estime souvent ces métiers-là, mais franchement, c'est la base pour comprendre, pour moi, vraiment beaucoup de choses au niveau du commercial dans l'aérien, quoi. Pour comment fonctionnent les clients, comment ça fonctionne aussi, les dossiers, etc. Au niveau du commercial, c'est important. Et ensuite, j'ai travaillé un peu au groupe pour aider. Et là, j'ai eu mon master en fait que je faisais à l'époque en e-learning en parallèle avec Montpellier, l'IUT, ce qui m'a poussé en fait à postuler ailleurs parce que j'aspirais à une évolution. À Air Caraïbes, c'était un peu fermé à l'époque parce qu'il y avait d'opportunités. Donc c'est là que j'ai postulé chez Apple qui me faisait rêver depuis mon premier voyage aux États-Unis. Et après toutes les expériences faites et l'expérience acquise, j'avais fait une pause professionnelle de 6 mois pour la première fois suite à la perte de mon papa. Et suite à ça, j'ai reconnecté avec Air Caraïbes naturellement. Je sais pas. Il y a un truc. Il y a eu un truc, voilà. Et finalement, comme ça s'était très bien passé, j'ai été réintégrée dans les équipes. Alors j'ai travaillé en fait aux côtés du directeur commercial Europe. Alors j'ai une mémoire de poisson, je me souviens même plus du nom du poste, mais en gros je travaillais avec lui sur tout ce qui est business pour les agences de voyage, les sociétés, les contrats sociétés, tout ça. Et voilà. Et en fait en même temps je pilotais. Alors on est très chez Air Caraïbes, c'est très diversifier les missions, comme c'est assez en flux tendu certains postes. En fait, j'ai travaillé aussi, je pilotais le prestataire réclamation. Et au fil du temps, en fait, Air Caraïbes a décidé d'ouvrir à l'époque un pôle expérience client. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée sur ma dernière mission, manager innovation parcours client, pour justement travailler sur des projets visant à améliorer le parcours client chez Air Caraïbes. Je ne sais pas si c'est très clair du coup. Non, c'est très clair. Mais tu vois, je te pose cette question parce que j'ai beaucoup de jeunes qui m'envoient des messages parce qu'ils ont envie de travailler dans le tourisme, dans l'aérien, très souvent en tant que steward ou hôtesse de l'air. Et c'est vrai qu'il y a d'autres métiers en fait. Il y a d'autres métiers dans l'aérien et je trouve ça super intéressant que tu nous proposes, que tu nous parles de ton parcours parce que ça permet de voir autre chose et de se dire, oui, il y a les avions, mais pas que, et il y a d'autres choses, d'autres domaines de l'aérien, de l'aéronautique qui peuvent être super intéressants. Si tu veux que je rebondisse là-dessus, bien sûr, oui, il y a plein d'autres domaines intéressants. Il y a vraiment la partie, je ne sais pas si tu vois toi les différents pôles, mais il y a la partie opérationnelle, commerciale. Après, je sais qu'il y a d'autres briques, mais moi, celle que je connais le plus, c'est celle-ci. Et au niveau du commercial, c'est très large. Il y a l'IT, il y a tout ce qui touche vraiment au marketing, tout ce qui touche à la vente directe, tout ce qui touche aux ventes indirectes, les TO, les agences de voyage,
tout ce qui touche au groupe, tout ce qui touche au yield management. Il y a vraiment beaucoup de métiers qui sont la comptabilité aussi. On peut être comptable dans l'aérien. Enfin, en fait, je pense que tous les secteurs peuvent aujourd'hui, tous les cœurs de métier peuvent être faits dans l'aérien. Ouais. Voilà, mais c'est vrai que c'est toujours un plus d'avoir une connaissance. Mais je pense que de plus en plus dans l'aérien, on aime aussi toutes ces personnes qui n'ont pas forcément un background dans l'aérien pour justement apporter du nouveau, etc. Exactement. Non, mais c'est cool, c'est vraiment cool. Et j'espère que ceux qui nous écouteront auront un aperçu de ce que l'on peut faire à part être dans des avions. Ouais, c'est déjà un gros métier. Hein. Moi, franchement, je voulais plus être hôtesse de l'air parce que en grandissant et tout, je me suis rendu compte quand même de la responsabilité. C'est quand même énorme. Donc, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même un sacré boulot et beaucoup de aussi pas de contraintes, mais tu sais il y en a. Voilà, il y en a, mais je sais pas comment dire le mot. Je l'ai plus en tête, mais c'est voilà, tu n'es pas chez toi tout le temps, c'est pas que voyager quoi, c'est physiquement c'est dur, voilà. Alors, je pense que la plupart des gens qui travaillent dans l'aérien ou dans le tourisme aiment avant tout voyager. Oui. Quels ont été tes plus beaux voyages ou les plus surprenants? Alors, forcément New York. Forcément. Ça peut être vu et revu, mais New York, pourquoi dans un premier temps? Parce que mon premier voyage à New York, ça a été déjà mon premier vrai voyage à l'étranger, en dehors de la Guadeloupe, là où j'allais avec mes parents pendant les vacances, etc. Vraiment mon premier grand voyage loin, en fait, en dehors de l'Europe, tout ça. Et puis en plus, ça a été vraiment le déclencheur pour m'ouvrir... pour tout ce qui est ouverture d'esprit, j'ai vraiment découvert une nouvelle culture, une nouvelle façon d'être, etc. Et ça m'a vraiment apporté beaucoup de confiance en moi, de connaître tous ces projets à New York, de faire des rencontres qui m'ont fait grandir et donner envie d'ailleurs de prendre des risques dans ma carrière, parce que justement, j'ai entendu tellement de parcours inspirants là-bas. Et puis, si je devais en choisir 2 autres pour en faire que 3, sinon on s'arrêterait pas, je dirais les Philippines. Ouais, les Philippines, grosse claque. Pourquoi? Humainement, parce que les gens sont vraiment très, très attachants. Les sourires, le service client, la disponibilité, cette authenticité. Puis les paysages aussi, c'est assez fou. Ouais. Et en 3e, je dirais, qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais l'Australie. L'Australie aussi. Les espaces hyper vastes, le côté lointain, le changement aussi de paysage en quelques kilomètres, la nature, la flore, la faune, c'est pareil, grosse claque aussi. Des beaux voyages. Je note. En plus, ce sont des endroits où je n'ai pas encore été, donc je note. Merci. Vas-y. Alors, forcément, tu nous as parlé de New York en numéro 1, ça va de soi. Et quand tu arrives à New York pour la première fois, tu te dis quoi? Waouh! Tu t'attendais à ça? Non, c'était plus grand que dans mes rêves, parce que là, tu sens vraiment la ville, en fait. C'est pas juste, tu vois, tu sens... les odeurs, t'as tous les sons, les klaxons, t'as vraiment tous ces bruits en fait qui sont très propres à New York. Donc non, je pense que tu prends toujours une claque quand tu y vas pour la première fois, même si tu regardes beaucoup de films, que tu lis beaucoup de livres sur New York. Le fait d'y être, là, ça y est, c'est différent. Je suis d'accord avec toi. La première fois aussi, pour moi, ça a été une claque. Et je me rappelle, j'étais arrivée à l'hôtel. On était vraiment dans Manhattan, pas très loin de Times Square. On est arrivé à l'hôtel à 2h du matin, mais on s'est dit, 2h du matin, c'est pas grave, on va visiter quand même. Et on a bien fait parce qu'il y avait encore des magasins ouverts, il y avait du monde partout, c'était dingue. Et comme toi, j'ai eu cette claque et je me suis dit, cette ville est dingue. Faut pas perdre de temps. Exactement. Alors, tu tombes amoureuse de New York, mais d'où te vient cette idée de créer ton blog We Love New York? Alors, en fait, le premier voyage s'est déroulé en novembre 2007, juste avant Thanksgiving. Donc, je suis partie d'ailleurs le jour de la parade connue là, de Macy's pour Thanksgiving. Et en fait, je me suis retrouvée en mars 2009 à créer le blog lors de mon 2e voyage après le retour.
Et en fait, à l'époque, l'un de mes proches avait lancé un site sur les jeux de société. Et j'ai commencé à m'intéresser, à dire, ah, mais comment tu fais pour mettre en ligne des articles, etc. Et puis, je voyais que ça communiquait bien déjà. Il y avait des personnes qui venaient pour visiter son site, etc. Et puis, je me suis dit, ah ben, moi, j'adore New York, sans même penser au blogging, qui à l'époque n'avait pas du tout le même impact. Ouais. J'ai envie de partager, juste pour le plaisir, ce que j'aime dans cette ville, quoi. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé sur Overblog à l'époque. Overblog. D'accord. Je connais pas du tout. Ouais, c'était les premières bases. Je sais pas comment on appelle ça, mais les hébergeurs. Ouais, plateforme, comme Skyblog en fait. Ok. Pour en fait partager des articles, un peu comme des posts quoi sur Facebook, sans que ce soit compliqué. Il n'y avait même pas de SEO et tout. Je me souviens à l'époque, tout ce qui est référencement, c'était vraiment tu mets en ligne ton texte, tes photos. Voilà, et puis tu publies. Voilà. Ouais. Et je pense qu'il est encore actif d'ailleurs. D'accord. Et ton blog, avec le temps, évolue. Pourquoi ? Alors, le blog évolue avec le temps parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent, qui commentent. À l'époque, d'ailleurs, les gens laissaient beaucoup plus de commentaires sur les sites qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux qui prenaient autant de place. Et en plus, de plus en plus, c'est vrai que je me rends compte que je suis sollicitée pour ce qu'on appelle les partenariats de tout style, par exemple sponsorisé ou placement de liens, ou même pour tester un produit, tout simplement, sans contrepartie. Ouais, je me rends compte que de plus en plus, ça a un impact. Et que aussi le phénomène du blogging commence à évoluer et à prendre une autre dimension qui devient de plus en plus une dimension professionnelle que juste de l'amateurisme. Je ne sais pas si on dit c'est le bon mot. Ouais, c'est ça. Amateurisme. Vraiment que des personnes commencent vraiment même à en faire un métier et que ça devient de plus en plus différent. Et c'est ce qui fait que avec le temps, j'ai investi beaucoup plus de ressources sur le site, notamment la partie design, graphisme qui a beaucoup changé en plusieurs années. Ouais. J'ai travaillé, je suis passée de Overblog à Joomla, ensuite à WordPress. Joomla, c'était un casse-tête. Et aujourd'hui, je suis d'accord. C'est horrible. Faut même pas essayer. En tout cas, c'est pas fait pour ça. Et du coup, c'est comme ça qu'avec le temps, j'ai investi beaucoup plus de temps. Avec toute cette communauté qui s'est créée aussi, c'est devenu de plus en plus sérieux, mais toujours avec la passion. Ouais, je crois que ça, c'est vraiment la base quand on fait du blogging. C'est d'abord le faire avec passion. Et puis, si on a de la chance et du talent, après, on peut en vivre. Mais justement, toi, ton blog, donc, grandit avec le temps. Mais à côté de ça, t'as un travail. Donc, comment tu fais pour gérer les deux à l'époque ? C'était des nuits blanches des fois, hein. En fait, oui, c'était effectivement, c'est bien de le rappeler. Donc, je me suis mise à temps plein sur We Love New York et j'en parlerai vite fait après. We Love Guadeloupe aussi. Justement, il y a une question qui arrive après. Depuis octobre 2019, mais avant, ça a été avec des missions de cadre et tout où tu dois travailler des fois jusqu'à 60 heures, voire plus par semaine, selon les projets. Ça m'est arrivé de dormir à 2-3 heures du matin pour pas perdre non plus la main sur le blog et en même temps bien faire comme il faut ma mission professionnelle parce que pour moi c'était important par rapport à ma conscience pro de toujours bien travailler sur ma mission pro à temps plein, sachant qu'en plus de plus en plus ma direction savait que j'avais un site à côté. Ouais. Donc je voulais pas qu'ils se disent tiens elle s'investit pas assez, etc. Donc ça a été, mais c'est vrai que notamment dans le cadre de projets, on en parlera après je pense, notamment le livre, etc. Et ça m'a permis de faire des nuits blanches parce que j'avais pas forcément le temps qu'il fallait pour faire mon temps plein et puis boucler des projets à côté. Donc ça m'est arrivé de faire des nuits blanches. Ouais. Mais aujourd'hui, je le regrette pas. J'espère. Le blog, pour beaucoup de personnes encore, même si on arrive à en vivre, mais pour de très très nombreuses personnes, être blogueur, c'est pas un métier. Tu réponds quoi à ça ? Il faut se mettre à la page. Hein. Non, mais après, voilà, il y a différents niveaux il y a différents niveaux, en fait. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif. Bien sûr. Il y a les personnes qui vont bloguer... En fait, déjà, il y a plusieurs générations de blogueurs.
Il y a vraiment cette génération, je pense que tu en fais partie. Toi, tu as lancé récemment ton blog, je crois. Ça fait combien de temps? Ouais, il va avoir 3 ans. 3 ans, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà bien. Parce qu'on a encore une nouvelle génération qui arrive. Mais je pense qu'on a vraiment cette première génération, même un peu avant moi, je pense, en 2007, peut-être 2006-2007. Ouais, les tout premiers en France. Ouais. Enfin, qui vraiment, pour le coup, vraiment, c'était que de la passion. Après, c'était pareil encore au niveau de ma génération, beaucoup de passion, etc. Et là, aujourd'hui, je trouve que depuis effectivement 3-4 ans, on a une génération où on a des gens comme toi, ça se sent, qui sont passionnés, investis, qui essayent d'innover, de proposer des choses sans forcément penser contrepartie derrière. Ça se sent. Et ça, je le dis en toute transparence. Hein. Et on a aussi beaucoup, avec toutes les émissions à la télé, un blog, ça peut rapporter tant, on peut voyager, tout ça. Ouais. Une génération de blogueurs, malheureusement, où on pense que d'abord à avoir le gain avant même de partager une passion réellement. Et ça, je le pense vraiment. Mais tu vois, c'est pour ça que je te pose la question, parce que quand on voit la charge de travail que ça demande d'avoir un blog, de créer du contenu, d'animer les réseaux, c'est dingue en fait. Et c'est vrai que je te pose la question parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'ont pas conscience du poids que c'est de gérer un blog. Mais je suis très contente que tu proposes ce podcast parce que j'ai pas eu l'occasion d'écrire d'articles là-dessus. Et si les personnes de ma communauté aussi peuvent l'entendre, ce sera top. Alors, en fait, effectivement, le blog, c'est pas juste tiens, on rédige un article. Déjà, rédiger un article, ça prend du temps. Déjà, rien que ça. Parce que derrière, il faut avoir les idées. Les idées, faut bien les articuler pour que ça ait du sens. Il faut bien réfléchir aux parties, sous-parties. Faut bien réfléchir. Les recherches, voilà, exactement. Par exemple, moi, quand je voyage à New York, je prends le dernier exemple, Brooklyn Blend, qui est un restaurant super sympa à Bed-Stuy, un quartier moins connu. J'arrive, je le découvre par hasard, je mange, je me fais une idée au niveau food, je prends les photos. Aussi, c'est beaucoup d'investissement sur son temps personnel. Ouais. C'est-à-dire que si on voyage avec sa famille, avec, comme tu le dis, notre chéri, etc., c'est aussi prendre du temps sur notre temps pour prendre les photos. Et c'est pas une photo, quoi. Des fois, c'est 50 photos. S'assurer que c'est... Pour au moins en avoir une de bonne. Voilà, une de bonne parmi 50 en plus. Voilà. Donc tout ça, c'est déjà du temps. Déjà, rien qu'en voyage, ça, c'est du temps. Ensuite, la mise en ligne, donc... Pour la mise en ligne, c'est OK, partager son expérience food, mais c'est aussi aller faire des recherches. C'est quoi le concept derrière? C'est quoi l'histoire qui est née derrière ce restaurant-là? Comprendre qui sont les fondateurs, qu'est-ce qu'ils ont voulu mettre en avant, etc. Donc tout ça, c'est de la recherche. Ça peut prendre des heures, hein, vraiment. Ouais, c'est vrai. Ensuite, lors de la mise en ligne, c'est mettre en ligne l'article, c'est les photos, les retoucher. Moi, je travaille sur Lightroom. Donc là, il faut vraiment penser aussi au niveau des couleurs, la manière dont tu retouches, que ça rentre un peu dans ta charte graphique, on va dire, parce que je sais pas, il y a des personnes qui ont l'habitude de mettre des photos plus pop, colorées, d'autres un peu plus urbaines, enfin ça dépend. Ouais, de ton identité. Exactement, tout à fait. Faut bien intégrer ces photos au bon moment dans l'article, que ça ait du sens. Ensuite, il y a la partie marketing, SEO. Donc le SEO, c'est tout ce qui est référencement. Un article, en fait, en ligne, je pense que c'est un des trucs qu'il faut vraiment avoir en tête pour qu'un article soit bien référencé. Même si on écrit par passion, il faut quand même que Google détecte des signaux qui font qu'il va bien référencer ton article. Exactement. Donc ça, c'est le SEO, c'est-à-dire donc il faut bien mettre des mots-clés bien particuliers à certains endroits, pas forcément faire des répétitions, mais expliquer à Google, voilà, mon article parle de ça, et voilà pourquoi les gens vont venir sur mon site pour lire l'article. Donc ça prend aussi du temps. Ensuite, derrière, il faut partager sur les réseaux sociaux. Donc, quand on partage sur les réseaux, c'est pas juste tiens, je mets un nouvel article en ligne. Ouais. Et le résumé. Donc, toi, par exemple, je pense que tu es très bien placé. Tes textes, ils sont très bien fournis sous tes posts Instagram. Je pense que tu prends du temps à les rédiger. Hein. Je prends du temps. Derrière, quand je fais une vidéo, comme tu le disais, pour le référencement, quand je le mets sur le blog, faut quand même détailler la vidéo parce que si je mets que la vidéo, Google ne comprend pas. Ouais, donc c'est pas référencé. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses derrière que, ça demande beaucoup de temps. Et les réseaux sociaux prennent énormément de temps. Ah oui.
Ah non, mais c'est clair, ça prend beaucoup de temps. Les réseaux sociaux, donc, alors au-delà du blog, la mise en ligne d'articles, etc., c'est aussi tout ce qui est réseaux sociaux, comme tu le dis. Il faut faire un calendrier éditorial. Moi, je fais ça maintenant pour me dire, bah tiens, ce mois-ci, ce que j'ai envie de partager avant tout comme thème, c'est ça. Si par exemple c'est Noël à New York, bah, je vais vraiment articuler beaucoup de partages autour de ça. Ouais. Donc, pour ça, il faut identifier. Moi, je partage 3 à 4 fois par jour sur Facebook. Instagram un peu moins, mais beaucoup dans les stories. Ouais. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Il faut que c'est du sens, que ce soit pertinent. Moi, je sais que j'ai une communauté, elle attend pas forcément. Je suis pas un blog de mode ou autre, donc elle attend vraiment du contenu C'est ça. où il y a de la valeur ajoutée, quoi. Donc, quand je partage, par exemple, certains types de contenus qui n'ont pas de valeur ajoutée, même si je suis pas à fond sur les stats sur Instagram, je vois des gens qui se désabonnent, tu vois, parce que tu vois déjà l'impact. Ils viennent pas chercher ça, quoi. Et c'est vrai que moi, mon We Love New York, c'est avant tout, en fait, vraiment, et We Love Guadeloupe aussi, vraiment un site où on partage beaucoup d'infos sur New York, au-delà de tout ce qui est incontournable. Donc il faut vraiment, en permanence, comme tu le disais, faire de la recherche, quoi. Voir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est du temps aussi. Faire du sourcing. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les nouveaux concepts? Quand j'y retourne, c'est ça que je vais pouvoir peut-être aller visiter, etc. En attendant, aussi, on a une rubrique Paroles de New-Yorkais, donc il faut en permanence voir c'est quoi un peu sur le marché. Je parle comme une personne qui travaille au marketing, mais c'est bien parce que ça nous permet de voir l'envers du décor justement et pas juste de surfer sur le truc. Donc moi j'adore, continue. Ouais, ça va, c'est pas trop. Non, au contraire. Mais c'est voir qu'est-ce qui se passe pour justement proposer un contenu. Moi, c'est vraiment de l'insolite et des choses hors des sentiers battus. C'est ça qui caractérise aussi beaucoup We Love New York. Et beaucoup aussi de me connecter beaucoup avec la ville, travailler avec des locaux et pas juste, parler de Top of the Rock, l'Empire State Building. Parce qu'il y a une réalité, c'est qu'en fait, dans le blogging, ce qui ramène des revenus dans leur blogging voyage, c'est l'affiliation, le fait de faire des reportages pour des offices de tourisme, aussi du consulting éventuellement, etc. Et pour New York, en fait, tu peux gagner beaucoup de revenus en faisant ce qu'on appelle l'affiliation, à savoir toucher une commission sur, en fait, parce que tu vas parler de l'Empire State Building, tu vas parler de Top of the Rock. Donc le fait que les lecteurs aillent sur ton blog et achètent en fait l'excursion, tu vas toucher une commission. D'accord. Moi, je pourrais beaucoup surfer là-dessus. Il y a des blogs sur New York qui surfent que sur les incontournables, parce que tu es sûr à quasiment 100% toujours de toucher des commissions. Mais moi, je veux avant tout vraiment que ce soit la passion avant tout, c'est-à-dire, ok, je vais avoir ce genre d'article, mais j'ai aucun souci à partager aussi régulièrement des articles qui me ramènent rien, si ce n'est du contenu en fait insolite, comme Brooklyn Blend. Brooklyn Blend, parler d'une adresse qui se trouve au fond de Bed-Stuy, qui n'est même pas un quartier touristique, c'est moins appétissant en termes de revenus, c'est sûr que de parler d'une adresse qui se trouve, je sais pas, à Times Square ou autre. Donc c'est vrai que moi, ça, je pense que c'est vraiment important aujourd'hui, les personnes qui veulent se lancer dans le blogging aussi, pour avoir une communauté engagée, de vraiment mettre avant tout la passion en avant, parce qu'on peut avoir beaucoup de trafic, mais pas une communauté engagée. C'est différent. Et le plus important, c'est d'avoir une communauté engagée, mine. Je trouve. Ouais. Même pour les marques, Bah oui, parce que c'est comme ça que la communauté derrière pourra peut-être interagir si on a des choses à vendre ou si on veut mettre en avant des projets, des choses comme ça. C'est ça. Et puis les marques, elles s'y retrouvent mieux parce qu'elles savent à qui elles s'adressent. Il y a plus de plaisir à créer, je trouve, un partenariat avec une marque. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les maisons du voyage. Les maisons du voyage, c'est un grand groupe dans le tourisme. Ça fait des années qu'ils me font confiance, alors qu'ils auraient très bien pu travailler avec d'autres blogueurs, franchement, qui ont beaucoup plus de followers, etc. Alors moi, par contre, j'ai beaucoup de trafic, c'est vrai, sur le blog. J'ai peut-être moins de followers que certains sur Insta ou Facebook, mais j'ai beaucoup de trafic avec le référencement depuis des années. Mais ils ont plus plaisir à travailler avec ce type de profil-là, parce qu'il y a vraiment derrière une identité, et eux, c'est ce qu'ils recherchent avant tout, c'est pas forcément la quantité, c'est la qualité, quoi. Mais je crois que ça se ressent depuis quelques années au niveau du blogging et même au niveau d'Instagram. Avant, les marques allaient directement vers les gros comptes parce qu'on se disait, voilà, il y a la masse et on va taper fort. Et maintenant, comme tu le dis, j'ai l'impression que les marques vont plus aller vers peut-être des personnes qui ont moins de followers, mais avec un véritable contenu, en tout cas quelque chose d'authentique, quoi. C'est pas faux. Et même beaucoup d'ailleurs de marketeurs en parlent.
des fois, il y a plein de gens, ils essayent d'avoir des milliers de followers sur Instagram ou Facebook, mais vaut mieux des fois avoir une petite communauté, mais engagée et prête justement, et qui fait confiance, et qui effectivement, si demain tu proposes un produit toi directement, ou que tu as une collaboration avec une marque, va acheter ton produit parce que ils savent que derrière c'est authentique et il y a vraiment un lien qui s'est fait. Après, il y a des gros comptes, des gros comptes comme, si je devais en donner, comme You Make Fashion. Moi, j'adore ce qu'elle fait. Ouais, je connais. Sur l'aspect professionnel, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. En tout cas, c'est une bosseuse, ça se voit. Elle, vraiment, sa communauté, elle est engagée, elle a du monde. C'est réel, quoi. C'est derrière, ça se comprend. Elle est toujours en train d'innover, de trouver des idées. Elle est super active. Enfin, voilà, quoi. Mais elle fait le job. Elle fait le job, c'est clair. Et puis elle a aussi derrière, elle a été en entreprise avant. Elle a travaillé aussi, je crois, à un moment donné, elle a été pour Apple indirectement, je crois. D'accord. Ouais. Je sais pas. Elle a aussi travaillé quand même avant et tout. Donc elle part de loin aussi. Mais c'est vrai que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent soit des followers ou qui veulent avoir beaucoup de followers, mais c'est pas ça la clé. Moi, ça m'a jamais empêché pendant toutes ces années d'avoir des collaborations, d'avoir moins de followers sur Insta, 15 000, ou sur Facebook, j'en ai 39 000, je crois, aujourd'hui. Donc un peu plus sur Facebook. Sur le blog, j'ai à peu près, en termes de trafic, 65 000 visiteurs par mois, donc c'est très bien. Génial. Ouais. Franchement, sur le blog, surtout que c'est en train de se développer au niveau du SEO, parce qu'on travaille beaucoup dessus depuis que je suis à temps plein. Aussi sur l'aspect technique, parce qu'on en a pas parlé, mais un blog, c'est aussi beaucoup tout ce qui est partie technique, tout ce qui est ce qu'on voit pas, le FTP, derrière s'assurer que les bases de données sont propres. Enfin, énorme travail dessus sur We Love New York, parce qu'on s'est rendu compte que c'est un peu, il y a pas mal de poubelles, quoi. Faudrait que moi je m'y mette aussi. Tu vas avoir des surprises. Peut-être que c'est mieux géré que moi, mais pas sûr. Mais faudra que je m'y mette. Justement, tu viens de le dire, tu es passé à temps plein. Quel a été le déclic pour vivre pleinement de ton blog ? Alors moi, c'est un concours de circonstances. Je réfléchissais déjà depuis un bon moment à me dire, voilà, Viviane, tu gagnes plus que, au minimum en tout cas, ce que tu gagnes en entreprise. Ouais. C'est ta passion. Quand est-ce que tu vas... J'attendais ce déclic-là, en fait. Et ce déclic-là, en fait, ça s'est fait parce que, sans rentrer dans tous les détails qui sont un peu confidentiels, mais en interne, il y a eu des changements en interne en entreprise sur ma direction expérience client. Ce qui m'a poussé, en fait, à me dire, je crois que c'est le moment pour que tu décides de te lancer à temps plein. Il faut y aller. En plus, tu n'arrives plus à gérer. Tu n'arrives vraiment plus à gérer. Parce que l'aérien, c'est beaucoup de travail. Aussi, tant dans les avions qu'au sol, tu dois être à 100% pour que les clients reviennent, quoi. Et c'est vraiment, t'es à 100%. Et du coup, j'arrivais, franchement, physiquement, ça commençait à devenir difficile de tenir le blog. Et j'avais cette frustration de me dire, j'arrive plus à faire ce qu'il faut. Je ratais même des opportunités de collaboration, etc. parce que j'étais pas réactive. Sur mes derniers projets, j'étais quasiment tous les mois dans l'avion, en fait. Donc, j'étais fatiguée aussi. Entre la Guadeloupe et Paris, j'arrivais plus à suivre. Et je me suis dit, c'est le bon moment. En termes d'aspect financier, c'est là. La communauté, elle est là. Tu as plein de projets en tête. Je pense que tu es assez solide niveau compétences pour te dire où aller en termes de stratégie. Tu as un réseau aussi. Le réseau, c'est important. Ouais. Le réseau, c'est important dans le blogging parce que c'est aussi comme ça que tu vas avoir des opportunités. Et puis, au pire des cas, si jamais ça ne marche pas encore une fois, qu'est-ce que tu fais ? Franchement, il y a tout. Bon, là, c'est un peu compliqué avec le Covid-19. Mais il y a des opportunités. Franchement, je reste persuadée que quand tu veux, tu peux. Voilà, tu peux. Si tu veux rebondir, tu as toujours des opportunités. Quitte à régresser pour rebondir encore s'il faut, tu pourras toujours revenir là où tu étais si tu te donnes les moyens, quoi. Voilà. Moi, c'est vraiment aussi un truc que j'ai beaucoup appris avec les États-Unis.
c'est ce mindset très positif, optimiste. Fonce, fonce, fonce. Si tu le fais pas maintenant, tu vas le faire quand, quoi? C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'y suis pas encore. J'ai tendance à vraiment attendre, me poser 1000 questions, à retourner le truc dans ma tête encore et encore. Il faudrait vraiment que j'arrive à me dire, c'est bon, tu peux le faire, fais-le. Point barre. Et oui, et après, on rectifie. Confiance. Après, faut pas non plus aller dans le tas. Faut quand même qu'il y ait des éléments concrets qui montrent que, ben, tu vois, c'est assez récurrent que, ben, parce que le nerf de la guerre, c'est quand même l'aspect financier, on va pas se mentir. Bien sûr. Pour se lancer. Surtout si derrière, ben, tu as des projets, que ce soit je sais pas, des projets personnels, ça peut être même le voyage, l'immobilier, une famille, peu importe. Faut se projeter, se dire, bon, ok, si je fais ça aujourd'hui, est-ce que je vais réussir dans quelques années? Il y a des personnes qui vivent au jour le jour. Moi, je suis moins dans ce truc-là. Ça dépend sur quel sujet, mais pas sur l'aspect financier. Il faut quand même un minimum quand même sécurisé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en lisant beaucoup de livres, et c'est ça aussi que les États-Unis m'ont beaucoup aussi apporté, avant même que ça arrive beaucoup en France, c'est le développement personnel, tout ce qui est self-development, de suivre des leaders dans ce domaine-là, d'écouter des vidéos, de lire des livres. Ça m'a tellement apporté sur, fais-le quoi, fonce. Et aussi la mort de mon papa, j'avoue que ça a été un déclencheur. Tu relativises sur la vie? Mais tellement, tu te rends compte du jour au lendemain, tout peut s'arrêter, quoi. Ouais. Et là, tu te dis, ben, si je le fais pas maintenant, ça va être quand, en fait? C'est vrai. Donc, tu as tout dit. Voilà. Mais une question, est-ce que quand tu as donné ta démission, est-ce que tu as douté après? Parce que tu sais, des fois, justement, toi, tu avais tous les éléments qui étaient réunis, donc tu dis, je peux le faire, c'est bon, financièrement, c'est bon, j'ai le réseau, j'ai tout. Voilà, la communauté est là. Tu démissionnes. Moi, en fait, c'est vrai que j'essaie de me projeter. Moi, je sais qu'une fois la démission donnée, mais j'aurais flippé. Genre, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que tu as douté à un moment ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. C'est vrai? Non, franchement, mais pas une seconde. Par contre, on a essayé de me faire douter avant que je parte. Ah ouais? À quel Alors, parce que ça se passait bien quand même, et j'étais super investie, surtout sur un projet en interne, j'étais à fond en fait. On m'appelait le sponsor du projet. et en fait, du coup, c'est vrai que je travaille avec beaucoup d'équipes, etc. Et c'est vrai qu'on a essayé de me faire douter en me disant, mais en gros, bah, déjà que je m'ennuierais à faire que ça. Alors, quand j'entends ça, je me dis, mais... Tu connais pas le métier, toi. C'est pas juste voyager, écrire des articles. Il y a plein de projets à côté. En plus, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais on a essayé de me faire douter. Et puis aussi, même les personnes qui sont pas forcément dans la direction, les personnes qui n'ont pas l'habitude de comment dire, prendre des risques, du coup... aussi peut-être se poser la question. Par contre, les personnes qui me connaissaient bien depuis beaucoup d'années, qui savent que j'ai le blog, en fait, me disaient, mais vas-y, fonce, je suis super contente pour toi, parce qu'ils savent très bien l'investissement que ça demande et que je suis passionnée. Donc en fait, j'ai eu un peu les deux profils. D'accord. Par contre, autour de moi, mon entourage, personne n'a douté, personne ne m'a freiné. Génial. Mais personne, hein, parce que, au contraire, on m'a dit, mais t'arrêtes pas d'en parler depuis des années, allez, vas-y. Ça, c'est bien. Je pense que c'est vraiment important d'être entouré de personnes positives, de personnes qui nous poussent à aller de l'avant, qui vont même nous tirer vers le haut quand des fois, on est un peu down. Je pense que c'est vraiment très, très important parce que sinon, des fois, on peut douter justement parce qu'on n'a pas ce retour positif qu'on attend. Exactement. Et ça commence vraiment par vraiment les proches, notamment quand on est en couple. C'est important d'avoir son compagnon qui croit en soi parce que ça peut être stressant aussi. Et puis, ça peut lui permettre, si jamais il y a des moments un peu plus difficiles, d'être là, quoi. Après, moi, j'avais bien... ça faisait des années. J'avais aussi mes déclarations de CA, etc., qui me montraient qu'il y avait une continuité. Ouais. Mais c'est vrai que ce qu'il faut se dire, c'est que si jamais ça marche pas de se lancer à temps plein dans le blogging, il y a plein de missions en ligne, en digital, qui permettent d'avoir des revenus pour compenser, je pense... Je sais qu'il y a beaucoup de blogueurs qui, à côté, sont freelance. Freelance sur plein de sujets, en fait. Ouais. Donc, moi, je me suis dit, là, aujourd'hui, en fait, j'utilise une toute petite partie. En fait, je me dis, une toute petite partie, la moitié de mes compétences, donc tout ce qui est lié au blogging, tout ça. Mais après, je me dis, si demain, j'avais des difficultés,
sur tout ce qui est aérien, expérience client. Je pourrais faire du consulting ou j'en sais rien, tu vois. Il y a toujours moyen de rebondir. C'est ça. Mais aujourd'hui, ça va. Et puis, il y a tellement de projets que j'ai pas le temps de penser à ça. Mais je pense qu'il faut aussi pas se poser trop de questions. Il faut pas se dire que ça va être facile. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est beaucoup de travail aussi. Mais quand on est passionné, franchement, on le voit pas. Ouais. Je pense qu'à partir du moment où l'aspect financier est un minimum solide et permet de subvenir à ses besoins, et moi, j'en suis pas là, parce que je voulais pas non plus en être là, que ce soit trop juste, tu vois. Je voulais quand même être sûre qu'au minimum, je gagne ce que j'avais à Air Caraïbes, et même un peu plus. Parce que du coup, j'avais à l'époque mes 2 revenus, Air Caraïbes et puis ce que je gagnais sur le blog. Donc, je voulais au minimum être à ça, pour m'assurer de ne pas avoir à réfléchir, etc. et sentir la différence. Maintenant, avec le Covid-19, c'est sûr que, comme pour tous les entrepreneurs dans le tourisme, j'ai des baisses de revenus. Mais heureusement que je n'ai pas mis mes œufs dans le même panier pour justement consolider et avoir une certaine sécurité justement sur une rentrée d'argent, quoi. D'accord, et c'est ce que tu conseilles en fait ok, il y a le blog, mais justement, tu es auto-entrepreneur. Donc, pour l'instant encore, ouais. Donc mettre tes œufs, comme tu le disais, ailleurs, histoire au cas où, là c'était carrément pas prévu, mais si jamais il y a un impair, qu'on ait quand même une source de revenus à côté. Exactement. Après, quand je dis de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, moi ça reste aujourd'hui tout ce que je développe comme projet lié au blog en fait. Donc We Love New York, We Love Guadeloupe. Mais par exemple, tu as des personnes qui font que des reportages voyages, qui sont rémunérées pour ça. Des personnes qui ne vivent que d'affiliation. Je pense qu'il faut vraiment se diversifier. Moi, avant d'avoir le Covid-19, j'ai ressorti la 2e édition du guide. J'ai aussi des voyages qui sont prévus à New York en 2021 et là, fin septembre, si ça va mieux, avec des personnes que j'accompagne sans réserver leur billet, etc. Je les guide à New York pour découvrir un peu mon New York hors des sentiers battus. J'ai parfois des contacts... pour des partenariats en fait, c'est vraiment très diversifié. Voilà, j'ai encore ça qui continue aujourd'hui. D'accord. Moi, avec le Covid-19, j'ai clairement une baisse, mais énorme, sur tout ce qui est affiliation. Parce que les gens ne réservent plus. Donc, j'ai plus de commission. Je sais que ça va redémarrer d'ici quelques mois, je m'inquiète pas. Mais en tout cas, ce panier-là, il est à zéro. Il est à zéro aujourd'hui. Et je me dis, heureusement que j'ai pas que ça, parce que là, oui, ça aurait été très critique par contre. Mais c'est vraiment très important de le souligner pour tous ceux qui voudraient se lancer dans le blogging ou dans un métier sur le net. Pensez quand même que des fois, il peut y avoir des crises, même si les métiers qui sont sur Internet sont plus globalement, entre guillemets, protégés, on va dire, mais on ne sait jamais. Essayez de vous diversifier parce que ça peut arriver. Comme ça arrive souvent. Si on prend l'exemple, je suis tout à fait d'accord, d'Instagram. Instagram, Facebook, c'est vraiment, vraiment une grosse problématique, ce manque de visibilité où il faut payer pour être visible, même en ayant des milliers de followers. Le jour où Instagram, Facebook n'est plus là, ceux qui mettent vraiment tout leur panier, leur business model est vraiment là-dessus. Centré sur ça, Alors là, ça va être chaud, quoi. Mais déjà, on le voit parce que moi, il y a des personnes que je suis et je vois que à cause de la crise, parce que ces gens sont confinés, le contenu, il est entre guillemets un petit peu plus pauvre que quand ils peuvent sortir et agrémenter. Et je me dis, c'est dommage parce qu'ils font que ça et là, on le ressent. Je l'ai remarqué aussi, ça. Je l'ai remarqué aussi. Ouais, je pense que... Après, l'avantage avec le Covid, là, c'est que ça va peut-être aider certains à se poser des questions et à innover, justement. Je pense que moi, je pense que tu fais partie aussi de cette équipe, des posts que j'ai lus. Il faut ralentir un peu, il faut profiter, mais moi, personnellement, depuis le début de la crise, je suis plus en mode... je fais tout pour justement assurer aussi l'après-Covid, parce que ça va être une réalité, cette crise économique. Et personnellement, j'ai pas eu le temps de regarder une seule série sur Netflix ou autre. Ça m'est arrivé de regarder, mais vraiment juste avant de me coucher, etc. Mais j'ai pas passé une seule journée à ne rien faire, quoi. Parce que il y a une réalité et que faut gérer l'après. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais
C'est vrai que, alors moi je l'ai dit sur les réseaux sociaux parce que j'avais l'impression que beaucoup de personnes se sentaient obligées d'être en mouvement, d'être actives parce que tout le monde fait du sport, tout le monde veut faire de jolis plats, tout ça, tout ça. Et j'aime pas du tout l'idée d'être obligée de faire quelque chose si j'en ai pas envie. Et donc j'en ai parlé. Mais comme toi, alors moi je me suis quand même accordé quelques jours de repos parce que j'en avais besoin. Mais c'est vrai que comme toi, je bosse tous les jours en fait. Je bosse tous les jours. Parce que alors je suis pas dans les avions et j'en profite justement parce que je ne suis pas dans les avions pour avancer sur le blog, sur la chaîne YouTube, sur le podcast que je viens de mettre en ligne, parce que je me dis qu'après justement l'après sera différent. Donc là c'est vraiment pour moi une période bénéfique où je peux bosser. C'est énorme, c'est super ce que tu fais parce que tu as eu raison de prendre du temps parce qu'en plus dans les avions, quand on travaille dans les avions, alors en plus tu y es beaucoup plus que moi je le faisais une fois par mois. C'est fatigant quoi. C'est très fatigant. Très fatigant. Donc c'est pour ça vraiment là cette période où je suis obligée de rester à la maison, pour moi c'est top quoi. Mais si j'imagine, c'est l'occasion, c'est génial. Et j'espère que ça va te permettre de très rapidement peut-être de débloquer des cases pour tes projets. Ce serait cool. Ce serait trop cool. Alors l'après-Covid, c'est aussi reprendre des voyages. J'espère. J'espère énormément, oui. Quels sont tes conseils pour un voyage réussi ? Alors, mes conseils pour un voyage réussi, c'est une question assez vaste. Préparez quand même un minimum. Il y a des destinations qui s'y prêtent, d'autres moins, mais si par je devais parler New York, je vais partir à New York. Préparez un minimum parce qu'il y a tellement de choses à faire et on peut vraiment passer à côté de ce qu'on souhaite faire dans un premier temps. Donc vraiment, pas hésiter. En plus, il y a beaucoup de ressources en ligne, en français, en anglais, à voir ce qu'il y a pour vraiment noter les pépites que l'on souhaite faire. Je vais faire la petite pub, prendre mon petit livre « Take Me to New York », bien sûr. On va en parler. T'as raison. La petite blague. C'était la petite blague. Bien préparé. Ensuite, sur place, pas forcément être toujours dans le contrôle, mais laisser un peu de temps à la spontanéité. C'est-à-dire, marcher dans les rues, pas hésiter à se perdre, aller vers les gens si on maîtrise un peu l'anglais. Et même si on maîtrise pas, les gens sont très friendly. Ouais, à New York. Pas hésiter aussi à se lever à l'aube et à assister aussi au coucher de soleil. Il y a vraiment une magie. Je sais pas si tu l'as déjà fait à New York. Alors, le coucher de soleil, plein de fois. J'ai même pris le bateau pour aller voir la Statue de la Liberté au moment du coucher de soleil et c'était juste dingue, c'était magnifique. Par contre, le lever de soleil, je ne l'ai jamais fait. Si tu peux, surtout de l'autre côté de l'Hudson River, dans le New Jersey, c'est franchement, je m'en remets jamais. D'accord, je note. C'est magnifique. Et puis après, le dernier conseil que je donnerais, c'est aussi, c'est ça... je l'ai oublié, je crois que je l'ai déjà dit, c'est vraiment de ne pas hésiter à se perdre dans les quartiers, sortir vraiment de Manhattan et pas hésiter à aller même dans le Bronx. Il y a des endroits dans le Bronx qui sont très safe et qui donneront une autre approche de New York, cette approche authentique qui complète bien ce qu'on voit aussi à Manhattan ou à Brooklyn, etc. quoi. Mais c'est vrai que moi, par exemple, les 2 premières fois où j'étais à New York, je suis restée à Manhattan. On l'a tous fait. Et après, il y a 2 ans, je suis partie avec mon chéri et lui, il y avait été et il avait fait autre chose. Et là, tu découvres un autre New York et c'est juste dingue. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Complètement. Et puis des fois, tu voyages même dans le temps, tellement ça change au niveau de l'architecture, au niveau des ambiances. T'as l'impression d'être dans un film, en fait. C'est ça. Si tu devais citer 3 incontournables méconnus à New York, ce serait lesquels ? Méconnus. Alors, 3 incontournables méconnus. Ouh là là là, c'est tellement compliqué ce genre de questions. C'est vrai. Il y a trop de choses à voir. Non, je vais essayer de trouver rapidement. C'est ça le problème, c'est que quand tu as vu plein de sites, tu n'arrives même plus des fois... Alors, 3 incontournables méconnus, moi je dirais... on parlait du Bronx, je trouve que ce pont il est magnifique, High Bridge, H-I-B-R-I-D-G-E. C'est un très beau pont en fait qui relie le Bronx à Manhattan et
en soi, la vue est pas dingue parce que tu vois des routes, mais l'ambiance est super sympa. Et à l'arrivée à Manhattan, tu as une belle vue du côté d'Harlem, en fait. Mhm. Sinon, je dirais quoi d'autre méconnu. Oh là là, elle est compliquée. Dans la vue, en fait, tu vois, on parlait de l'Hudson River, d'aller du côté de New Jersey. Il y a peu de gens finalement qui vont tant que ça, hein, parce que quand j'y vais le matin, je le vois. Pas hésiter, voilà, à aller du côté du New Jersey pour voir justement la skyline au lever du soleil. J'adore la skyline. Ouais, t'as vu, je trouve qu'il y a une énergie qui se dégage à chaque fois. J'adore. Donc ça, c'est un deuxième incontournable méconnu. Et un troisième incontournable méconnu, alors pas si connu que ça, je trouve, c'est le tramway pour aller à Roosevelt Island. Je m'en suis rendu compte en partageant un post, c'est connu, mais sans être connu en fait. Il y a peu de gens qui vont et il y a une super vue. Pareil sur les avenues, tout ça, quoi. Voilà. Merci, c'est noté. Alors, pour rester sur New York, tu as créé un guide, un très beau guide que j'ai eu la chance de voir. Et franchement, alors de tous les guides que j'ai vus sur New York, et je dis pas ça parce que tu es mon invité, mais je trouve que le tien est vraiment juste dingue. Il y a toutes les informations qu'on recherche de manière concentrée, logique, et on va à l'essentiel, quoi. Donc, j'adore. Franchement, il est hyper bien fait. Mais vraiment. Merci. D'où t'es venue l'idée? Parce qu'il y en a quand même plein des guides sur New York. Ouais, il y en a plein. En fait, j'ai fait le mien il y a déjà 2 ans, le premier en fait, la première édition. Et en fait, j'avais envie de partager au-delà du blog un guide qui concentre le meilleur de mes adresses favorites à New York. Ouais. Donc par là, c'est pas forcément incontournable, mais vraiment ce qui me fait vibrer à chaque fois que j'y retourne et que j'aime par thématique. Aussi, tous les itinéraires que j'ai pu faire toutes ces années, parce que là, ça va faire à peu près 40 fois que j'y vais. Ah ouais, quand même. Ouais, 40 fois quasiment, grâce à l'aérien d'ailleurs aussi, avec les billets moins chers. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est aussi moins cher d'y aller à New York. Hein. Ouais. Donc j'ai eu la chance d'y aller quasiment une quarantaine de fois, et du coup de faire pas mal d'itinéraires que j'ai notés, que j'ai en tête. Et puis je voulais aussi partager à travers quelques phrases cette passion que j'ai pour la ville, pour donner envie aux gens d'aller aussi au-delà des sentiers battus, de découvrir en fait New York à travers mes pas dans ce guide. Et je voulais aussi partager, parce que j'aime la photographie, même si je suis pas une grande professionnelle, j'aime prendre des photos de New York et je voulais partager des clichés. Voilà. D'accord. Aussi. Est-ce que ça a été plus facile que tu ne le pensais ou pas du tout de créer un guide? Ah non, ça a été un gros challenge. Hein. Ça a été un gros challenge sur beaucoup de parties. Déjà la partie technique, apprendre à maîtriser le logiciel Adobe InDesign. Parce que tu as fait tout ça toute seule? Oui, toute seule. D'accord. Ça a été, mais j'ai fait des nuits blanches, surtout sur la première édition et la deuxième aussi, j'y ai pas échappé. Mm-hmm. En fait, c'est vraiment tout, Adobe InDesign, travailler aussi avec l'illustratrice. Qui est Malouz Huidema, en fait, qui est une ex-new-yorkaise qui voyage pas mal aussi, qui a travaillé avec moi sur les illustrations. Et en fait, c'est pas juste lui dire tu dessines ça, c'est vraiment lui donner en fait ce que tu as dans la tête pour que ça ressemble à ce que toi tu aimes. Ouais. Voilà. Et qu'elle puisse du coup illustrer et concrétiser tout ça. Et pour le deuxième guide, en fait, je voulais vraiment que chaque illustration ait un sens. C'est-à-dire que si elle est sur cette page-là, il faut que ça colle bien au chapitre, que ce soit des endroits que j'aime bien. La couverture, par exemple, de la deuxième édition, c'est vraiment des scènes de vie que j'aime à New York. Il y a un coffee shop, il y a un clin d'œil à Shake Shack, sans nommer la marque parce que c'est interdit. Il y a la skyline, il y a vraiment beaucoup de clins d'œil qui font penser à ce que j'aime dans la ville. Après, il y a aussi la partie rédactionnelle qui est très très compliquée parce que du coup, à un moment donné, tu as le cerveau qui est plein. Ouais. Donc, ce que je me suis dit, c'est que pour la 3e édition, il faut vraiment que je commence avant à commencer à rédiger toutes mes idées. Même en 6 mois, des fois, c'est insuffisant. Il faut vraiment s'y prendre à l'avance. La partie rédaction, il y a la relecture. Donc, j'ai fait le pari de le faire moi-même. Ça, c'est quelque chose que je vais changer parce qu'effectivement, et j'ai été transparente là-dessus, c'est de l'auto-édition. Il y a eu quelques petites coquilles, mais je pense que c'est dans tous les livres, hein, de toute façon. Ouais, ça arrive. Des erreurs de frappe, mais bon, il n'y en a pas énormément. Mais des fois, sur
je sais pas, un E au lieu de 100 E. Ouais. Micro-erreur, mais bon, là, avec les nouvelles impressions, c'est des choses qui sont corrigées. Et puis aussi la partie marketing, marketer son livre, c'est un énorme boulot. Comment tu le vends après ton livre? C'est pas juste sur ton site. Là, je suis en train de le faire mettre sur Amazon. Il y a une version digitale, donc la version digitale sur Amazon n'est pas acceptée en PDF, mais en format EPUB. Donc je travaille avec quelqu'un qui est en train de me transformer ça. Ouais. Parce que la version PDF est interactive, donc c'est un peu compliqué. C'est aussi la faire rentrer dans des circuits de distribution, soit des indépendants comme des coffee shops ou une Fnac, un Cultura. Voilà, il y a des choix à faire. C'est vraiment toute cette partie-là aussi qui est très compliquée. Et puis la gestion des commandes. C'est quand même du boulot. Il y a du boulot. Mais c'est intéressant parce que le jour où tu délègues ça à quelqu'un, pour cette partie-là, tu sais exactement comment ça fonctionne en fait. Ouais. Donc tu peux rectifier, tu peux dire clairement ce que tu veux et ouais. Et c'est ce qui va se passer, ouais, parce que je vais pas pouvoir continuer à tout chapeauter, c'est pas possible. Ouais. Tout à l'heure, au début de l'interview, tu nous as dit que tu aimais courir. Et en tant que grande coureuse, il était normal, parce que alors moi je trouve qu'il était normal que tu fasses le marathon de New York. C'est énorme. C'est dingue. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même 42 kilomètres. Ouais. Alors je sais pas si vous imaginez ce que c'est, mais c'est énorme. Comment t'as vécu ça? En fait, il vaut mieux pas y penser en fait. Au 42,1 km, je tiens toujours à préciser le petit 1 à la fin. Comment t'as vécu cette expérience? Alors, ça a été une expérience incroyable. J'avais fait mon premier marathon à Paris avant. Mon rêve, c'était New York. Parce que New York, il est un peu plus difficile d'accès, tant pour valider sa place que pour ensuite... le parcours est assez quand même complexe avec les montées, tout ça. J'ai vécu cette expérience et aujourd'hui, c'est clairement ma plus belle expérience à New York. Avant, c'était un vol en hélicoptère, d'ailleurs, qui peut rentrer dans les incontournables méconnus. Vol en hélicoptère avec Fly New York On, où tu survoles New York, les pieds dans le vide. Vraiment, tu survoles au sens littéral. Ouais. Donc, tu passes au-dessus de l'Empire State, etc. Ça, c'était vraiment ma plus belle expérience. Et aujourd'hui, clairement, ma plus belle expérience, c'est le marathon. Tant pour l'énergie qui est folle dans le public. C'est vraiment pour les gens un incontournable, les locaux, de participer à ça, encourager les coureurs. Ils sont là pendant tout le parcours. Et aussi par rapport forcément à toutes ces images. Tu vois la skyline, tu défiles dans tous les quartiers. En fait, ça te connecte autrement à la ville, quoi. Et puis, tu es dans la souffrance. Donc, voilà, ça crée encore un lien encore plus fort avec cette ville que j'aime tant. Et la ville d'arrivée, c'était très émouvant. Ouais, c'était émouvant. J'imagine. Pour ceux qui aimeraient avoir plus de détails concernant la préparation au marathon de New York, les comment, les aboutissants, Viviane a écrit un superbe article que j'ai lu et que j'ai adoré. Je te jure, à la fin de l'article, je me suis dit, je vais faire le marathon de New York. Mais oui, fonce. Et, tout le monde peut. Et franchement, dans le public, d'ailleurs, tu demandais ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait tous les profils, en fait. Tous les profils, âgés, moins âgés, pas forcément des gens que fit, tu vois. Parce qu'on croit, oui, il faut faire... faut avoir un certain physique, etc. Mais je pense que le marathon, c'est aussi beaucoup dans la tête. Bien sûr. C'est du physique, mais pas que du physique, en fait. Donc, déjà, je me lance dans un semi-marathon, là, au mois d'octobre. Donc, on verra si j'arrive à le boucler. Amsterdam, c'est ça? Amsterdam, exactement. Ouais, c'est super. Donc, je commence déjà par ça. Si j'arrive, peut-être que j'essaierai un petit peu plus grand. C'est génial. Mais en tout cas, comme je disais, si vous voulez plus d'informations concernant ce marathon qui est quand même dingue, allez sur le site We Love New York. Vous avez vraiment un article génial où Viviane vous détaille tout ce que vous devez savoir sur ce marathon et comment faire pour y participer. Il est vraiment très bien écrit, cet article. Merci beaucoup, Tia. Et j'aimerais juste rajouter que pour ce marathon, j'ai en fait couru pour l'association Team for Kids, que je soutiens encore aujourd'hui. Et c'est une association en fait qui aide les enfants qui viennent pas forcément de milieux faciles à en fait avoir davantage confiance en eux, avoir une meilleure éducation, etc. À travers le running, justement. Donc, j'avais fait ce marathon justement pour récolter des fonds qui aident cette association. Et c'est une grande association à New York, d'ailleurs, très présente durant le marathon. Il y a des affiches partout dans la ville avec Team for Kids. Donc, c'est une très belle cause. Félicitations, vraiment. On approche déjà d'1 heure.
Déjà. Déjà. Alors, je te pose la dernière question. Quels sont tes prochains projets après confinement? Ceux dont tu peux parler. Alors, les prochains projets dont je peux parler, en fait, c'est continuer We Love New York pour le livre Take Me to New York à l'animer, en fait, en le mettant en vente en ligne sur plusieurs canaux de distribution, notamment Amazon, tous ces sites-là, pour la version digitale. Faire un book tour aussi, j'y tiens vraiment. Un book tour qui va être très particulier, ça j'en parle moins parce que c'est pas terminé. Là il y a la grande zone membre qui va être lancée à la fin de la semaine, une zone membre en fait qui sera exclusivement réservée à ceux qui ont justement le guide, pour vraiment que ce soit des personnes très passionnées par New York. C'est une zone membre, en fait j'en parle sur le blog, le plus simple c'est d'aller voir l'article pour éviter de prendre du temps là. Et sinon, le gros projet, donc We Love New York, il y a d'autres projets, mais c'est en cours, je préfère pas trop en parler. Bien sûr. Par contre, le gros big projet, c'est aussi We Love Guadeloupe, petite sœur de We Love New York. Ouais. Ça me tient à cœur, en arrivant en Guadeloupe, de dédier un site vraiment à la Guadeloupe pour partager, pareil, de façon simple et j'espère le plus authentique possible, tout ce que j'aime sur l'île, à la fois... la vie sur l'île, de passer de Paris à Lille quand même, aussi de partager des choses qui sont différentes que les plages, souvent on parle des plages, etc., mais il y a autre chose, il y a tellement de talents locaux, de belles choses à faire, aussi tout ce qui est autour. Et We Love Guadeloupe, alors comment dire trop sans en dire trop? Je pense que tu te doutes qu'on va aller dans la même lancée pour le livre, tout ça. Ouais. Mais il y a un beau projet pour... vraiment de façon, on va dire, réelle, guider les personnes vers ce que l'île a comme côté hors des sentiers battus. Il y a un projet qui va être lancé d'ici octobre pour guider ces personnes-là. Trop bien. Je ne sais pas si c'est très clair. Alors, c'est oui et non, c'est-à-dire qu'on a envie d'y aller, mais on ne sait pas encore pourquoi. Voilà, donc je ne dis rien pour l'instant, parce que c'est en cours, mais en gros... We Love Guadeloupe va proposer un projet qui permet d'aller au-delà des sentiers battus en Guadeloupe pour ceux qui viennent en Guadeloupe. Voilà. Mais à découvrir bientôt. J'en dis pas trop. Ok. Sinon, bien sûr, on te retrouve sur le blog We Love New York, sur Instagram aussi. Oui. Et il y a le We Love Guadeloupe aussi qui a son Instagram et son site et son compte Facebook également. Voilà. Viviane, merci pour cette pause thé pour le coup avec toi. Merci beaucoup Tia, c'était très, très intéressant. Merci pour tes questions pertinentes aussi, parce que ça permet aussi toujours de se faire une petite introspection et de se reposer des questions. Donc merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Je te souhaite bonne continuation et à bientôt. À toi également et à très très bientôt Tia. Merci. Bye bye. Bye. Retrouvez ma pause café avec Tia un mardi sur 2 sur iTunes et Spotify.